Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde. C'est la dernière d'un cycle de 3 qui s'inscrit dans le programme Chaosmos, porté par le Maïf Social Club. C'est un programme pensé autour d'une ambition qui est d'explorer des manières nouvelles de regarder l'espace depuis la Terre et la Terre depuis l'espace pour repenser et agir sur la crise environnementale. Donc moi, je me présente, je suis Pablo Maillet, journaliste chez Uzbek Erika. Uzbek Erika, c'est un média prospectif qui explore les futurs possibles depuis maintenant 15 ans, à travers notre magazine dont vous voyez des très belles couvertures ici. Donc le magazine il est trimestriel, il est diffusé en librairie, et on a aussi évidemment un site internet, des podcasts, de la vidéo sur les réseaux sociaux, etc. Et on a aussi de nombreuses autres activités, telles que des conférences, comme celle d'aujourd'hui, organisée par notre studio. Au sein du média, notre métier consiste à détecter les signaux faibles des transformations en cours, à les projeter dans des scénarios prospectifs afin de mieux comprendre le monde de demain et ainsi interroger les décisions que nous prenons aujourd'hui pour orienter l'avenir dans une direction plus souhaitable. Alors, en plus de l'exposition très riche que je vous invite à découvrir au rez-de-chaussée, si ce n'est pas déjà fait, nous tenterons ce soir de répondre ensemble à une question passionnante. La fiction peut-elle réinventer notre rapport au cosmos? Alors pourquoi on explore brièvement cette question? Eh bien, c'est parce que du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne à Interstellar de Christopher Nolan, l'exploration de l'espace occupe une place de choix dans les productions artistiques et culturelles les plus populaires. Et si l'imaginaire spatial reste encore largement ancré dans ce que l'historien François-Xavier Petit qualifie de triptyque infernal, à savoir conquête, colonisation, extraction, eh bien certaines productions culturelles, d'hier mais aussi d'aujourd'hui, cherchent à faire émerger d'autres visions. De là à réinventer donc notre rapport au cosmos. Plus généralement, que raconte la science-fiction de notre rapport à l'espace et comment peut-elle peut-être le transformer? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir en compagnie de nos deux invités qui sont juste à côté de moi. Katie Stewart, vous êtes autrice notamment de textes fantastiques et de science-fiction, présidente de l'association Réseau Université de la Pluralité, qui s'intéresse aux imaginaires alternatifs du futur. Vous êtes aussi psychologue clinicienne et docteur en psychologie. Bonsoir Katie. Bonsoir. Natacha Vazderes, est-ce que je prononce bien? Ça va. Vous êtes essayiste, spécialiste de l'utopie et de la science-fiction, chercheuse associée de l'unité de recherche plurielle à l'université Bord-de-Montaigne, mais également présidente du festival Hypermonde depuis 2021. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors avant de commencer à répondre à toutes les questions que j'ai pour nos invités, on va passer à la séquence extrait. Je vais vous proposer que je vous lise un extrait de l'œuvre Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Je la montre à tout le monde. Becky Chambers, c'est une autrice américaine de science-fiction féministe. Et vous allez voir, l'extrait va nous permettre d'amorcer la réflexion autour du sujet qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui. Alors pour ne rien vous divulgacher, j'ai choisi un extrait situé plutôt au début du livre. Le personnage qui parle s'appelle Ariadne O'Neill. Elle est née en 2081. Elle est ingénieure de vol à bord du Merian, un vaisseau spatial qui vient d'atterrir sur une lune glacée du nom d'Aecor, ou Ecor, A-E-C-O-R en tout cas, dans le cadre d'un programme d'études écologiques des exoplanètes. Et à ce moment-là, au moment de l'extrait que je vais vous lire, Ariadne O'Neill explique comment les humains ont réussi à augmenter ou à transformer, disons, leur corps pour voyager dans l'espace grâce à ce qu'elle appelle la soma-formation. Au cas où nos méthodes auraient été oubliées ou modifiées, ou si personne ne vous les a jamais expliquées, prenons le temps de parler de la soma-formation. Nul ne nierait que l'Homo sapiens est adaptable. Sur Terre, nous arrivons à vivre dans le froid comme dans la chaleur. Nous consommons une variété étourdissante de flore et de faune, et nous sommes capables de changer radicalement notre alimentation en fonction des situations ou de nos humeurs. Nous pouvons vivre dans le désert, la forêt, la toundra, les marécages, les plaines, les montagnes, les vallées, les côtes, et toutes les combinaisons possibles. Nous sommes indéniablement des généralistes. Mais arrachez-nous à notre planète natale et nous cessons d'être adaptables. Le corps humain supporte très mal les longs voyages spatiaux. Sans l'influence de la gravitation, les os et les muscles cessent vite de se fatiguer à conserver leur masse. Le cœur se montre paresseux. Les globes oculaires se déforment, ce qui entraîne des migraines et des troubles de la vue. Tout cela paraît désagréable, mais bien pire sont les radiations qui balayent le vide. Au premier temps de la conquête spatiale, 6 mois en orbite basse, 300 km d'altitude, suffisait à augmenter nettement les risques de développer un cancer. Plus on s'enfonce dans l'espace interplanétaire, plus on s'éloigne des doux rivages atmosphériques,
plus c'est risqué. Ce qui a repoussé de plusieurs décennies les premiers vols habités. Il fallait résoudre un problème technologique. Comment garder les astronautes en vie le temps d'atteindre une autre planète ? Nous nous tapions la tête contre des murs des labos pour essayer d'élaborer des outils qui pallieraient nos insuffisances anatomiques. Nous nous torturions sur des algorithmes, des intelligences artificielles capables d'explorer à notre place des planètes lointaines. Mais nos machines ne tournaient pas rond et nos logiciels n'ont jamais accédé à la conscience. Nous savions que la vie existait ailleurs, mais nous étions coincés dans notre province. Même si les sondes et les télescopes spatiaux nous en apprenaient sans cesse davantage sur nos voisins galactiques, on ne voit pas tout quand on se contente de regarder par un trou de serrure. Pour bien explorer, il faut poser le pied à la surface. Il faut une intuition humaine. Il faut des yeux capables de remarquer ce qui ressemble à un rocher, mais pourrait être plus qu'un rocher. Il était bien plus facile, quand la science a eu progressé, de modifier nos corps. On n'apporte que des changements minimes, rien qui ne transforme vraiment notre apparence, rien qui nous arrache vraiment à notre condition humaine, rien qui bouleverse radicalement nos pensées, nos actes, nos sens. Nous ne maîtrisons qu'un petit nombre d'améliorations génétiques, toutes éphémères. Un corps adulte est composé de millions de milliards de cellules, et si on n'entretient pas soigneusement les modifications qu'on leur apporte, elles finissent soit par retrouver leur état initial quand elles se régénèrent, soit par subir des mutations dangereuses. D'où l'invention du patch à enzymes, une peau artificielle qui fournit à l'organisme le petit plus qui lui permet de survivre sur une autre planète. Si j'arrêtais de porter des patchs, mon corps finirait par éliminer les compléments et je redeviendrais celle que j'étais avant de devenir astronaute, quoique plus vieille et riche de souvenirs. La somaformation est une solution élégante mais pas instantanée. Si les patchs enzymatiques sont toujours utilisés, vous le savez bien, si par exemple vous êtes diabétique, incapable de produire naturellement de l'insuline. Mais si vous n'avez jamais porté de patch, ou s'ils sont aujourd'hui dépassés, vous vous en faites sans doute une idée trop belle. Un jour, pendant une intervention publique, j'ai beaucoup déçu une gamine en lui expliquant que la transformation n'était pas instantanée. Elle devait se figurer une petite animation et un jingle. Les astronautes ne sont ni des super-héros, ni des métamorphes. Nous sommes aussi humains que vous. Nos organismes sont merveilleusement malléables, mais il leur faut du temps. Les greffes d'organes, comme l'absorption de médicaments, rencontrent souvent une certaine réticence physiologique, la somaformation aussi. Il est nettement préférable d'être endormi quand le corps s'adapte. Je le répète, je manque d'objectivité. Mais je crois que la somaformation est la solution la plus conforme à l'éthique quand il s'agit de quitter la Terre. Je suis une observatrice, pas une conquérante. Je n'ai aucune envie de forcer une planète à s'adapter à moi. Je préfère marcher d'un pas léger, m'adapter à elle. Voilà donc pour l'extrait que j'avais envie de commencer à lire pour lancer la discussion. J'ai pas de questions précises pour vous deux, mais est-ce que vous avez une réaction à cet extrait ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors moi, je ne me souvenais pas précisément de ce passage-là d'Apprendre si par bonheur, mais c'est un livre que j'aime énormément, que je trouve poétique et qui fait ce que fait très bien Becky Chambers, c'est-à-dire reprendre des thèmes très classiques de la science-fiction et y remettre une dose d'interrogations qui sont des interrogations actuelles sur comment on fait pour ne pas abîmer ce qu'on explore, comment on repense les choses et comment on redonne du sens. Et elle fait la même chose dans l'espace d'un an. L'espace d'un an, qui est un livre qui raconte aussi un voyage dans l'espace, où on voit les personnes dans ce vaisseau qui mangent déjà. Donc ça, je trouve ça très intéressant. On a quelque chose qui renouvelle la manière de raconter de la science-fiction, où on va avoir des personnes auxquelles parfois c'est difficile de s'identifier parce que ce sont des Américains très forts qui vont sauver le monde et qui n'ont pas grand-chose en commun avec nous. Et puis, avec ce que tu rappelais, conquérir, je ne sais plus ce que c'est le triptyque, mais en tout cas, voilà, aller dans d'autres endroits pour coloniser, exploiter, détruire, etc. Et là, on reste sur des thèmes qui sont des thèmes très classiques de la science-fiction, mais abordés différemment. Donc j'aime beaucoup le travail de Becky Chambers, je pense que ça s'entend.
Alors, moi, je vais repartir sur le dernier mot, en fait, de l'extrait. Je suis une observatrice. Alors, peut-être qu'on y reviendra juste sur la question d'après. Mais je crois que ce qui change, en fait, dans cette science-fiction-là, c'est qu'on observe d'abord avant d'aller conquérir d'un pas martial et décidé. Même on n'y va pas, quoi. Voilà, et de toute façon, on n'y va pas, et puis on y reviendra après sur cette exploration spatiale, enfin savoir si elle est possible ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes qui s'expriment à travers des personnages comme Elon Musk, pour ne pas le citer. Mais on ne va pas déflorer évidemment la suite de la discussion. Mais voilà, c'est ça qui est important. Et la deuxième chose, c'est que Becky Chambers appartient en fait à un mouvement qui est en train de se créer, de se développer, qui s'appelle le Hop Punk. Qui est un petit peu tendance avec le solar punk actuellement, qui sont les deux. Enfin, moi, je suis une historienne de la science-fiction, donc j'observe. On n'a pas du tout de recul là pour l'instant, mais c'est une science-fiction qui est aussi portée par les femmes, et donc ça change quand même complètement le regard sur l'espace. Ce n'est pas de la colonisation, et cette perspective-là change quand même complètement la donne. Puis moi j'aime bien cette idée de hop punk. Vous voyez, beaucoup de mouvements de la science-fiction comme le cyberpunk ont été créés dans les années 80 sur ces vocables-là. Et donc hop punk, c'est quelque part voilà, une littérature qui essaie de nous apporter un petit peu d'espoir. Voilà. Tout à fait, on aura l'occasion d'y revenir. Et d'ailleurs, juste Becky Chambers, elle a aussi publié d'autres romans qui sont peut-être un peu plus connus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Histoire de moines et de robots, notamment, mais en tout cas, voilà, qui fait écho à tout ce que vous venez de dire et qu'on vous recommande aussi fortement. Je note que le point Elon Musk a été donc atteint au bout de 5 minutes de discussion. Oui, en fait, il fallait que ça arrive. Mais... Maintenant, c'est le point Godwin, ouais. En fait, Elon Musk. Hein, assez littéralement, du coup. Ça a évolué très très vite. Hein. C'est ça. Bon alors, lançons la discussion. Natacha, je vais peut-être commencer par vous. Donc vous l'avez dit, vous avez étudié l'histoire de la science-fiction au XXe siècle, et notamment son âge d'or, de la fin des années 1930 à la fin des années 1950. Que désigne exactement cet âge d'or ? Je pense que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et surtout, comment se fait-il qu'à cette époque, alors même que la colonisation de l'espace n'existe pas encore, a priori, ce thème, et plus largement celui des civilisations extraterrestres, etc., soit déjà présent à l'époque dans cette littérature ? D'où vient cette fascination pour l'espace ? Voilà, il y a plein de questions là dans votre question. Alors, je vais essayer de remettre en fait un petit peu les choses dans l'ordre. La première, c'est que tous les exemples que je vais donner, je vais parler aussi un petit peu quand même de la science-fiction française, parce que c'est un peu ma spécialité. Mais surtout, cette science-fiction de l'âge d'or, en fait, c'est la science-fiction américaine. Voilà, cette science-fiction américaine, elle s'est développée à partir des années 1920. Avec donc ces magazines qu'on appelait les pulps, avec des couvertures assez colorées, des pin-up qui étaient donc enlevés par des extraterrestres verts et gluants. Je ne sais pas si cette image-là, si cette imagerie-là de la science-fiction vous dit quelque chose. Voilà, et en fait, c'est une science-fiction qui va se développer jusque dans les années 60 aux États-Unis, parce qu'à partir des années 60, il va y avoir... alors, il y a déjà un premier coup d'arrêt dans les années 50, parce qu'évidemment, avec l'explosion de la bombe à Hiroshima et Nagasaki, ça va quand même mettre, même aux États-Unis, un sacré coup de frein quand même sur... on envisage un progrès technologique extraordinaire, toujours très positif pour les populations. Donc, la science n'est pas finalement si positive que cela quand elle sert en fait, on va dire l'objectif militaire, donc des années 1940. Et puis, il va y avoir à partir des années 60 aux États-Unis ces profonds mouvements politiques de rébellion qui font que finalement, ce qu'on a appelé cette science-fiction de l'âge d'or, c'était de très très grands auteurs, essentiellement des hommes d'ailleurs. Il y avait quelques femmes, mais c'était essentiellement des hommes qui portaient finalement une vision de la science, de la science-fiction, qui s'inscrivait dans une espèce de progrès, voilà, complet, qui ne s'arrêterait jamais, qui serait dans une sorte... Enfin voilà, on va toujours vers un progrès, vers une science qui apporte le bonheur aux êtres humains, une technologie, des robots qui soient complètement, on va dire, qui servent totalement l'humain. Donc c'était en fait, et évidemment en corollaire par rapport à l'espace, on va coloniser donc l'espace. Alors
on va dégommer de méchants extraterrestres ou on va essayer de créer des civilisations. On fait de l'espace exactement ce qu'on a fait donc, pendant la colonisation à partir du 19e siècle. Vous voyez, donc ça se déplace en fait dans la science-fiction. Et donc c'est évidemment voilà, des héros masculins, blancs, qui vont porter donc la bonne parole dans l'espace à des extraterrestres qui sont soit belliqueux, soit primaires, enfin, à qui va falloir apporter bien évidemment la bonne parole humaine. Alors à ça, si vous voulez, moi j'apporte quand même une petite nuance, parce qu'en Europe, et notamment en France, à la même époque, on a une science-fiction qui est quand même sensiblement différente. Pourquoi ? Parce que tout simplement en Europe, nous avons vécu la Première Guerre mondiale. Et donc cette espèce de vision du progrès, dans ce qu'on a appelé en France le merveilleux scientifique et l'anticipation, qui en fait l'Europe, c'est elle qui a créé la science-fiction, c'est pas les États-Unis. Et donc dans cette sphère-là, on a une vision qui est beaucoup plus critique. Et il me semblait quand même, je pensais notamment à Herbert George Wells. J'ai pas cité Verne parce que Verne, c'est pas il est jamais allé au-delà de la Lune. D'ailleurs, il n'a jamais alluni Verne. On est resté quand même dans la sphère Terre-Lune. Mais Herbert George Wells, c'est vraiment le père de la science-fiction en fait en Europe. Et lui, alors il y a deux romans qui sont intéressants. Le premier, c'est en 1901, il va écrire Les premiers hommes sur la Lune. Et là, c'est vraiment les humains qui débarquent sur la Lune, qui rencontrent des extraterrestres lunaires qui s'appellent des sélénites, qui sont des sortes d'extraterrestres insectoïdes, voilà, que les hommes jugent pas très avancés, pas très civilisés. Donc ils vont en détruire une grande partie et ils vont vouloir les coloniser pour coloniser la Lune. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'aujourd'hui, on n'envisage pas d'aller sur la Lune autrement que pour la coloniser quand même. Ce sera soit une base, soit on la colonise. On est toujours dans cette vision-là. Et Wells, par contre, avait écrit en fait un autre roman que vous connaissez certainement, qui s'appelle La Guerre des mondes. C'est un très très grand classique de la science-fiction, donc quelques années avant, 1895. Et là, c'est l'inverse. En fait, ce sont les humains qui se font coloniser par les Martiens. Il y a eu un film, le film de Spielberg, l'adaptation en 2006 que vous avez peut-être vu avec donc le très célèbre Tom Cruise. Et donc en fait, déjà Wells, il va retourner en fait l'image de la colonisation et des colonisés. Et il va nous apporter finalement cette vision inversée pour que nous comprenions bien que peut-être que c'est pas si bien que ça d'aller partir dans l'espace pour coloniser des planètes et évidemment d'éventuelles civilisations. Vous voyez ? Donc en fait, dans cette science-fiction de l'âge d'or, il y a vraiment deux sphères, on va dire géographiques à détailler et puis à essayer de différencier, celle des Américains et celle déjà de la vision européenne qui est quand même un petit peu différente. Voilà. Et puis dernier point dans la question, c'était cette fascination pour l'espace. Alors très rapidement, en fait, l'homme est fasciné par l'espace depuis qu'il a la capacité à observer l'espace. Et je pense que même les hommes préhistoriques, on est quasiment persuadés aujourd'hui qu'il y a des représentations du ciel avec des points dans certaines grottes. Donc l'homme est complètement fasciné, on y reviendra après par rapport à la Lune, mais est fasciné par l'espace. Et très tôt, c'est-à-dire dès le XVIIIe siècle, on commence avec notamment l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Donc c'est fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Eh bien, déjà, on envisage l'idée que dans l'espace, il y a des mondes habités par d'autres civilisations. Alors Fontenelle, ne va pas très très loin, si vous voulez, dans son imagination. C'est pas un auteur de science-fiction quand même, c'est un auteur des Lumières. Mais par contre, il y a d'autres auteurs. Alors dès l'Antiquité, on va sur la Lune, avec donc Lucien de Samosate, 1er siècle donc après Jésus-Christ. Et puis vous avez également évidemment le fameux Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano, Hercule Savinien, donc de Bergerac, dit de Bergerac, qui va effectivement inventer un voyage sur la Lune, alors complètement fantaisiste, mais oui, c'est sur la Lune et dans la Lune. Ouais, c'est les deux, en fait. Et donc, vous avez déjà, dans la littérature, en fait, classique, alors même si ça reste, évidemment, des voyages un petit peu fantaisistes, mais le fantasme est là, en fait, l'idée est là d'aller sur les autres planètes. Et puis, bien sûr, pourquoi ne pas citer Voltaire et son micro-méga,
même si ça reste évidemment un conte philosophique d'extraterrestres géants qui passent de planète en planète, mais on visite quand même les planètes. Vous voyez, donc il y a cette idée. Puis j'ai une image aussi d'un illustrateur qui s'appelle Granville, une image qui s'appelle L'explorateur des mondes, où on voit un être humain qui jongle en fait avec des planètes. Vous voyez, donc c'est déjà en fait un fantasme qui est quand même ancré dans l'humanité, voilà, depuis très longtemps, en fait, depuis des millénaires. Katie, en tant que... Alors, je vais casser l'ambiance parce que la technologie de la chaise, ça va pas du tout. Ah, mince. Je ne sens plus mes jambes. Donc, on parlait de science-fiction avec des histoires plus inclusives. Ben, les grosses dames sur des chaises comme ça marche pas. Ça coupe la circulation. Est-ce que je peux avoir une petite chaise, s'il vous plaît? Merci. Ou je peux même rester debout, je serais mieux. Ouais, là, c'est bien. C'est très bien. Pour l'instant, c'est bien. C'est bien. Si jamais on... Non, mais c'est bien, ça fait bar un petit peu comme ça, t'es bien. Hein. Alors, Natacha, ouais. On boit une petite bière, tout va bien, il fait bon. Oui, quelle est la question? Je posais la question qui était, bon déjà, si tu as une réaction sur tout ce que vient de dire Natacha, mais plus globalement en tant qu'autrice de science-fiction, mais aussi en tant que psychologue clinicienne, quel est votre rapport à l'espace? Est-ce que l'espace vous intéresse, vous questionne, vous fascine en tant qu'autrice? Alors oui, l'espace m'intéresse, mais peut-être pas autant qu'on s'y attendrait pour une autrice de science-fiction. C'est pas forcément le thème sur lequel j'ai le plus écrit. Il y a quelques textes, mais c'est plutôt l'idée d'utiliser la science-fiction comme espace de pensée, un peu philosophique, imaginer des hypothèses et voir ce que ça donne. Et ce que je trouve intéressant aussi quand on lit des textes de science-fiction, y compris les textes anciens, c'est que on peut aussi les voir comme une simple envie d'ailleurs. La littérature, c'est pas juste on raconte quelque chose en se disant c'est ça qui existe, ou c'est ça qui doit exister, ou c'est ça qui va devoir exister un jour. En fait, on s'évade déjà en écrivant des choses qui n'existent pas. On sort de cette limitation qu'il peut y avoir dans la littérature générale, donc la littérature dite blanche, que j'aime aussi, mais qui ne fait pas la même chose. Si j'ai envie de raconter une histoire qui reprend des situations qui sont des situations de la vie de tous les jours, je le ferai avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Ce que permet la science-fiction en plus, c'est d'aller sur des choses qui ne correspondent pas à ce que je vois, qui ne correspondent pas à ce qui existe déjà. Et quand on parle de l'espace, je pense qu'on est toujours dans la même envie d'ailleurs, un ailleurs. On le trouve dans cette idée de colonisation, mais pas que. Vouloir conquérir de nouveaux espaces, ça, on le retrouve beaucoup dans cette science-fiction américaine où effectivement on retrouve le Far West. C'est des westerns qui se passent avec des vaisseaux, en fait. Mais ça peut être aussi imaginer que le monde soit autre chose, et donc on peut avoir carrément des planètes sur lesquelles les lois sont différentes, les lois physiques sont différentes, les fonctionnements, les normes sont des choses différentes. Et c'est vraiment un espace de pensée qui est vaste et qui est illimité. Et je trouve intéressant qu'on n'oublie pas aussi que c'est ça, l'écriture, la littérature, c'est aussi jouer avec des rêves, jouer avec des peurs, jouer avec des tas de choses qui se passent à l'intérieur de la tête des écrivains. Et dans le texte, tu disais... Nous sommes aussi humains que vous. Ben voilà, les auteurs de science-fiction, pareil. C'est-à-dire que quand on va écrire, on va être habité par nos peurs, nos envies. Et quand on est dans une société où on ne se trouve pas forcément bien, où on a l'impression que les choses ne vont pas comme on veut, quand on subit des discriminations, quand on n'a pas accès à tout, ben c'est aussi une manière d'ouvrir un petit peu ses horizons, que d'imaginer un ailleurs et que cet ailleurs soit différent, et que cet ailleurs soit plus grand, que cet ailleurs soit totalement quelque chose qui relève du rêve. Ouais, peut-être juste une relance là-dessus. Vous disiez que le thème de l'espace et du spatial, du cosmos, n'est pas forcément au cœur de votre œuvre. Mais je crois que vous avez quand même écrit sur un village lunaire dans la nouvelle Le meilleur de l'humanité, dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Saleté d'hormones et autres complications. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur comment vous avez travaillé spécifiquement sur la Lune, donc, dans cette nouvelle?
Alors là, c'est un ancrage très concret puisque je participe parfois à des expériences entre la science et la science-fiction. Donc là, c'était un atelier qui était organisé en 2020. Oui, on était fin 2020, vous vous rappelez? Fin 2020. L'ailleurs du Covid. Ouais. Donc un atelier organisé par le ministère de la Recherche, notamment avec l'agence Vraiment, sur Objectif Lune, c'était ça le nom du projet, et c'était imaginer un village lunaire, et donc ça avait été mis en scène comme vraiment des petits ateliers où il y avait un groupe de personnes qui travaillaient sur avant l'installation sur la Lune, des gens qui travaillaient sur 10 ans après l'installation sur la Lune, d'autres qui travaillaient sur au début, etc. Et donc il y avait vraiment cette idée d'aller voir, donc avec des scientifiques, avec des personnes travaillant dans des entreprises intéressées concrètement dans la vraie vie par l'établissement d'un village lunaire. Donc, discuter avec ces personnes-là et essayer d'imaginer, en jouant des rôles différents, ce que pourrait donner un village lunaire. Et donc, dans le groupe où j'étais, il y avait des choses qui m'ont un peu frappée. Alors déjà, il y avait une 50aine de participantes et de participants dans cet atelier. Et j'étais la seule personne noire, ça m'arrive souvent. Merci d'être venue, Vétuli, ce soir. Voilà, bref. Donc, ça fait étrange quand on réfléchit, comme moi, en termes de pluralité. Je ne crois pas qu'on puisse décrire le monde depuis un seul point de vue. Et je trouve intéressant qu'il y ait la possibilité de mettre ensemble les points de vue, y compris quand on fait de l'imagination. Et donc, voilà, j'étais dans ce groupe. Mon rôle, c'était d'être l'artiste du groupe. Donc, il y avait un ou une artiste par groupe, avec l'idée qu'on s'inspirerait de ce qui se fait dans le groupe pour écrire un texte. Et ce qui m'avait frappé, c'était que ce qui devait arriver arriva. On avait une espèce d'homogénéité comme ça, de gens qui avaient des idées sur ce qu'il fallait faire pour exploiter. Et c'était le mot exploiter. Il y avait des histoires de cow-boys. Tout le vocabulaire qui sortait, c'était vraiment le vocabulaire qui est devenu le vocabulaire habituel quand on parle d'espace, mais qui portait aussi un imaginaire qui était le même. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau quand on utilise des termes qui ferment toutes les perspectives? Donc ça fait partie des remarques que j'ai faites assez tôt dans le groupe, qui ont été entendues par une partie du groupe. Ça a donné quelque chose d'assez, on va dire, dynamique. Il y avait notamment une dame qui était choquée qu'on puisse remettre en question les mots qu'on utilise, puisque ces mots existent. Elle ne voyait pas pourquoi on devrait les changer. Donc c'était vraiment habité par ça, et puis ce sentiment un peu étrange, de se dire, mais pourquoi ils m'ont fait venir là? Parce que ce n'est pas très agréable non plus d'être à cette place-là. Finalement, je me suis dit, comme j'ai carte blanche pour faire mon texte, je vais m'inspirer, essayer de m'élever un peu par rapport à cette expérience qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est toujours pas agréable, et comment on fait pour sortir de ça. Donc le meilleur de l'humanité réfléchit sur cette manière qu'on a de sélectionner les personnes qui vont dans l'espace. Parce qu'à un moment dans les discussions, il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi vous réfléchissez à la manière dont les gens cohabitent en termes de différences culturelles, en termes de différences de religion éventuellement, puisque nous, on était vraiment sur la partie où on vit dans ce village et on essaie que ça se passe bien. Et elle disait, mais ça ne sert à rien de se poser la question, puisque ce ne sont que les meilleurs qui sont là. Et les meilleurs, en fait, ça disait tout. Il n'y avait pas besoin d'expliciter. Et donc, je suis vraiment partie de ça, en me demandant ce que scientifiquement ça produit d'avoir des personnes exceptionnelles envoyées à un endroit pour faire des expériences, pour comprendre comment fonctionnerait, par exemple, le psychisme humain dans telle ou telle situation. Mais en fait, les gens, ce n'est pas vraiment des humains, c'est des surhumains. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend sur ma capacité à survivre dans l'espace quand on envoie le gars qui n'est pas censé exister, mais qui est tellement exceptionnel et qui, voilà. Donc c'est vraiment cette réflexion-là qui a alimenté ce texte et une réflexion sur un village lunaire dans lequel il y aurait Anaïs Delacre,
qui est une héritière riche, qui a réussi à payer son billet pour aller avec les scientifiques, et qui découvre que tout le monde n'est pas parfait autour d'elle, et qu'il y en a qui ont des lentilles de contact, qu'il y en a qui prennent des antidépresseurs. Enfin voilà, elle découvre la nouvelle façon de faire des expériences dans l'espace avec des personnes, y compris des personnes racisées. Mais, enfin, qu'est-ce qu'une Jamaïcaine vient chercher là-dedans? Ça n'a pas de sens. Et ça m'a permis, alors, à titre personnel, de tourner en dérision un peu cette expérience-là, mais un petit peu d'élever le débat en me demandant ce que signifie cette évidence de qui a le droit d'aller dans l'espace et qui n'a pas le droit d'y aller, et pour faire quoi, et qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Donc voilà comment j'utilise la science-fiction et pourquoi j'ai du mal à... Quand on me dit que la science-fiction raconte l'avenir tel qu'il doit se produire, j'en sais rien, mais ça permet de réfléchir, de faire un pas de côté, y compris émotionnellement. Oui, on voit bien, pour faire le lien avec ce que vous disiez juste avant, à quel point ça part du concret, du vécu, quoi, en l'occurrence, dans votre travail. Natacha, je ne sais pas si vous voulez réagir, et puis sinon, comme on est sur la Lune, on peut y rester, parce que je me souviens que vous me racontiez en préparant cette conférence comment la Lune a progressivement quitté la sphère du fantasme dans la science-fiction. Est-ce que vous pourriez un peu expliciter ça ? Oui, alors pour rebondir aussi sur ce que dit Katie, je pense que cette littérature, donc vous avez compris que c'était une littérature, la science-fiction, le terme existe depuis le 19e siècle, mais c'est une science-fiction qui est beaucoup plus ancienne et surtout qui est quand même reliée. Il y a une sorte de veine littéraire qui court là-dedans à l'utopie. Et l'utopie, utopos, c'est le monde, le lieu qui n'existe pas. Et finalement, on va retrouver cette espèce d'imagination qui permet, Thomas More disait au XVIe siècle, si vous voulez, c'est le chemin de traverse pour comprendre finalement mieux l'humanité, nos sociétés, nos civilisations. Et donc la science-fiction, elle va reprendre en fait ce principe-là. Elle va le projeter vers un ailleurs différent, donc ça peut être dans l'espace, mais aussi un temps différent. Vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est pas pour ça que la science-fiction peut être parfois visionnaire, mais elle n'est jamais prophétique. Ça reste quand même de la fiction. Et qu'on soit autrice ou spécialiste, on sait très bien qu'on a affaire à ce qu'on appelle un objet fictionnel. C'est de la fiction, c'est de l'invention. Et en aucun cas, ce n'est finalement une sorte de peinture de l'avenir, de ce qui devrait nous arriver. Ce qui m'amène, je vais encore parler d'Elon Musk, pardon, mais ce qui m'amène à vous dire, mais ce qui m'amène en ce moment là, moi j'ai l'impression depuis plusieurs mois qu'en fait on vit dans un très mauvais film de science-fiction. C'est-à-dire qu'on a des gars qui ont énormément d'argent, l'homme le plus riche du monde, et qui va utiliser cet argent pour essayer de réaliser, à marche forcée littéralement, ses rêves de science-fiction. Mais cette marche forcée, elle ne fonctionne pas parce que, d'abord, il se heurte à la réalité, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais la réalité quand même de l'exploration spatiale, c'est que pour l'instant, elle n'est pas possible. Soyons clairs, on travaille avec beaucoup de scientifiques et tous les scientifiques vous le diront. Pour l'instant, ce n'est absolument pas possible. Ça reste à l'état de fantasme. C'est pour ça que la science-fiction continue si vous voulez, de l'imaginer. On pourrait dire la même chose pour les robots. Quand je vois par exemple les robots, je ne sais pas si vous avez vu les derniers robots là, fabriqués par des Polonais, ça s'appelle Proclone, je crois. J'ai pas vu ça. Regardez, on dirait, c'est un espèce de machin avec une peau de plastique. On dirait, c'est la série Z en fait de Westworld, de la série Westworld, qui était très belle esthétiquement. Donc, quel intérêt y a-t-il à copier finalement comme ça des éléments de science-fiction, mais de façon extrêmement dégradée en fait. Donc c'est mauvais film de science-fiction en ce moment. Alors pour en revenir à la question sur la Lune. En fait, la Lune, c'est un très bon exemple pour montrer comment on passe en fait de la fiction, de l'invention totale à la réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le voyage, pour le voyage sur la Lune, plus on va finalement aller dans le temps et se rapprocher des années, donc de la fin des années 60, date à laquelle 1969 on est allé véritablement sur la Lune, plus la science-fiction en fait va s'en désintéresser complètement. Parce que puisque ça existe dans la réalité, finalement on n'a plus rien à inventer. Ça n'intéresse plus du tout la science-fiction. Et en fait, le tournant, ça va être Jules Verne.
Jules Verne, dans les années 1865, qui va donc inventer littéralement en 2 tomes comment les humains pourraient d'abord aller dans l'espace dans un premier temps et puis tourner donc, autour de la Lune. Hein, c'est le 2e tome, donc, qui s'appelle Autour de la Lune. Et là, si vous voulez, Jules Verne va utiliser quand même des éléments scientifiques. Et ça va être un vrai tournant. C'est-à-dire que là, la fiction va quand même se rapprocher de ce qui pourrait être possible un jour. C'est-à-dire que le voyage sur la Lune, c'est plus un fantasme, ça pourrait devenir une réalité. Et alors, je crois que vous vouliez poser la question, notamment que la science-fiction anticipe une grande découverte spatiale. Eh bien, il y a un film de Fritz Lang. Alors, Fritz Lang, c'est le réalisateur donc de Metropolis en 1927. Et en fait, quelques années, je crois que c'est, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 31, il me semble que c'est 1931, il va faire un film avec sa femme qui s'appelle La femme sur la Lune. Et là, il va véritablement inventer une fusée qui va démarrer sur des espèces de bacs d'eau, vous voyez, pour rafraîchir en quelque sorte les moteurs de fusée. Alors évidemment, hein, la femme sur la Lune, ils arrivent sur la Lune, il y a de l'oxygène, tout va bien, donc ils sortent, ils font leurs petites observations scientifiques. Bon, là, on n'est clairement pas sur la réalité. Mais par contre, tout ce qui est fusée, ça commence quand même à se rapprocher sacrément de la réalité. Et puis, pour ne citer que celui-ci, est très connu, le fameux donc, objectif Lune de Hergé. Alors, évidemment, on n'a pas construit une fusée comme celle de Hergé, mais on était finalement... c'est presque plus de l'anticipation, en fait, dans Tintin sur la Lune. On est quasiment dans... là, pour le coup, c'est extrêmement visionnaire par rapport à ce qui allait se passer, donc quelques années plus tard, dans la réalité. Et alors, du coup, comme l'humain, enfin, on va dire, l'humain va aller sur la Lune, la science-fiction s'en désintéresse, et alors, hop, ça se porte sur un autre objet. Ah ben, on va prendre Mars. Voilà, donc il y a eu, jusque dans les années 70, en fait, Mars a été l'objet de tous les fantasmes. Et puis là, regardez, ça y est, on se projette sur Mars. On espère aller sur Mars. Je ne sais pas ce qu'on va aller y faire, hein, parce que là aussi, les scientifiques ils nous disent, bon, déjà, il faut y aller. On n'a pas les moyens d'y aller. Puis une fois qu'on y sera, on va vivre dans des espèces de boîtes de conserve, très mal, parce que sur Mars, ça va être un milieu extrêmement agressif pour l'humain. Il n'y a que l'humain, en fait, il ne peut vivre bien que sur la Terre. Déjà, quand vous voyez, tu disais les surhommes, là, enfin, les espèces de surhumains qu'on envoie dans l'espace, type Thomas Pesquet, je ne sais pas si vous voyez l'état dans lequel ils sont quand ils reviennent. C'est-à-dire quand ils ont passé plusieurs mois dans les stations orbitales, ils ont déjà un corps qui est extrêmement dégradé à tout point de vue. Alors imaginez si on a 3-4 ans de voyage dans l'espace, on ne va pas arriver quand même super frais sur la planète Mars pour vivre dans une espèce de boîte de conserve où il va falloir faire pousser des tomates et des salades dans un sol évidemment qui est totalement toxique pour les plantes terrestres. Enfin bref. Voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez, Mars, jusque dans les années 70, ça va être l'objet de tous les fantasmes de la science-fiction. Et puis, la sonde, donc évidemment, Viking, dans les années 70, 1975, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui va évidemment faire le tour de Mars. On va se rendre compte que sur Mars, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de canaux, il n'y a rien à part du sable et des cailloux. Alors, c'est très beau, hein, je ne sais pas si vous voyez, moi j'adore ça. Je regarde les photos vous savez, des robots, des rovers martiens. Qui nous ouvre véritablement, enfin c'est extraordinaire quand même, qui nous ouvre une fenêtre sur la planète Mars. Mais enfin, concrètement, sur la planète Mars, il y a des cailloux et du sable. Des beaux paysages, quoi. Ouais, mais même pas, parce que c'est... Voilà. Et donc, la planète Mars, hop, complètement démonétisée pour la science-fiction. Donc, voilà. Et donc, on va passer maintenant à d'autres planètes plus lointaines, voire aux exoplanètes. Voilà. Donc pour l'instant, nous n'avons aucune photo, hein, parce que tout ce que vous voyez parfois, c'est ce qu'on appelle des vues d'artistes. Ouais. Ça, les exoplanètes... Mais là, Natacha, tu parles de la science-fiction grand public qui va être adaptée et qui va être mise en avant. Il y a encore cette science-fiction, on a commencé par Becky Chambers, qui va revisiter finalement... ces histoires qui ont l'air comme ça un peu usées et qui va trouver des angles qui vont être des angles nouveaux. D'ailleurs, Becky Chambers, elle parle vraiment de l'adaptation des humains au voyage et peut-être sur d'autres planètes. Et ça, c'est une question qui est absolument cruciale
pour l'exploration de l'espace. Au moins l'exploration, hein, je ne parle pas d'autre chose. J'allais y venir justement, Katie, est-ce qu'on se tutoie ou on se Ben, voit depuis tout à l'heure? Je bug, je crois. Bon, on se tutoie, allez. À ce que tu étais en train de commencer à dire, et notamment aussi peut-être pour revenir sur Natacha, sur ce que tu disais, cette impression, je pense qu'on est beaucoup à partager de l'impression de vivre dans une mauvaise science-fiction, quoi, comme tu disais, et pour comprendre peut-être comment on en est arrivé là. Katie, je relisais pour préparer cette conférence une interview que tu nous avais donnée à Uzbek Erika en 2023 à l'occasion de la sortie de ton ouvrage Le futur au pluriel, réparer la science-fiction aux éditions Inframonde. Et dans cet entretien, tu disais, la science-fiction, son fandom, ses représentants, médias, institutions, se racontent constamment comme une littérature marginale, novatrice et ouverte sur tous les possibles. C'est partiellement vrai, mais pour un milieu supposé s'intéresser au futur avec un grand F, il apparaît paradoxalement angoissé, dépressif et étriqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là? Et est-ce que ce diagnostic s'applique selon toi plus spécifiquement aux œuvres de SF qui s'intéressent à l'espace? Alors c'est plus nuancé dans le bouquin. Mais ouais, le constat, c'était vraiment ça, c'était l'idée qu'on retrouve, en tout cas dans la science-fiction, et je le redis parce qu'il y a toujours eu une science-fiction à la marge de la science-fiction qui elle-même est à la marge de la littérature. Mais donc la science-fiction qui est mise en avant, il y a quand même un sentiment de déjà-vu. On raconte le même type d'histoire. On parlait tout à l'heure des westerns dans l'espace, mais à partir du moment où il va y avoir une invention, elle va être utilisée et réutilisée, ce qui est très intéressant et très économique aussi, hein, pas avoir à réexpliquer l'hyperespace à chaque bouquin, c'est super, pas avoir à réinventer la téléportation, c'est merveilleux, mais finalement, on se nourrit d'histoires qui ont été des trouvailles pour faire du recyclage. Donc c'est très bien le recyclage, mais on arrête de dire qu'on imagine, parce que du coup, c'est un petit peu répétitif. Donc il y avait ce constat-là, et j'ai voulu réfléchir à la raison pour laquelle c'était comme ça. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fréquente ce qu'on appelle le fandom de l'ASF, donc des personnes qui se retrouvent régulièrement en festival, en convention de science-fiction, toutes sortes de réunions très sympathiques, où on parle de science-fiction pendant des jours et des jours, c'est merveilleux. Et en fait, pour avoir fréquenté ce milieu, déjà, j'ai fait le constat que je faisais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que je continue à être une bizarrerie, alors que quand je marche dans la rue, par exemple à Paris, je ne suis pas une bizarrerie, je suis une femme antillaise qui marche dans la rue et qui parfois croise d'autres personnes antillaises. Donc où sont les personnes qui me ressemblent dans ce milieu? Je les cherche encore. Les femmes, au début, il n'y en avait pas trop, et puis elles étaient là, mais plutôt en lectrice, et puis on voyait des femmes apparaître, rester 2 ans et disparaître. Il y a plein de noms qui me viennent de personnes que j'ai vues il y a 15 ans dans les conventions, et que on ne sait plus ce qu'elles sont devenues, elles écrivent plus de SF, ou elles sont passées dans des genres où elles sont plus attendues. Donc je me suis demandé si la démographie de ce milieu n'expliquait pas aussi cette manière de se répéter et de se référer toujours aux grands anciens. Asimov, c'est super, mais est-ce que... L'âge d'or. L'âge d'or. C'est ça, l'âge d'or, et des statues qui vont être faites à des personnes qui n'en demandaient pas tant. Les gars, ils voulaient bricoler, ils voulaient inventer des histoires nouvelles, et là, on les fige et on dit c'est indépassable. S'ils étaient là, s'ils avaient trouvé le secret d'immortalité, je suis sûre qu'ils écriraient du Becky Chambers, peut-être. Ils essaieraient de nouvelles choses, en tout cas. Donc voilà, il y avait ce constat-là, l'envie d'aller comprendre aussi ce qui se joue, et notamment avec ce mot-clé que Natacha a prononcé tout à l'heure, qui est la pluralité. Est-ce qu'on part du principe que la référence, c'est donc le héros américain dont on a déjà parlé, c'est lui la référence, c'est lui la norme, c'est lui qui va vivre des aventures, et tout le reste, c'est la marge, tout le reste, c'est la diversité, tout le reste, c'est du bizarre, c'est des extraterrestres? Ou est-ce qu'on fait l'inverse en se disant, il y a une pluralité de manières d'être au monde, et dans pluralité, j'entends les questions sociales, les questions queer, quand on est queer, Becky Chambers est queer aussi. Est-ce qu'on voit le monde de la même manière? Quand on est en fauteuil roulant, est-ce qu'on vit la même vie? Non. Voilà, donc est-ce qu'on peut partir du principe qu'il y a une pluralité de manières d'être au monde, et qu'à partir de cette pluralité de manières d'être au monde,
il pourrait y avoir une pluralité de manières de raconter notre imagination, avec ou sans date, en tout cas faire de la science-fiction à partir d'autres regards. Et c'était un pari d'abord intellectuel et un peu abstrait, qui m'a permis après d'aller chercher, donc avec l'aide d'amis érudits de la science-fiction, tout un tas de personnes qui ont été simplement oubliées et qui ont fait de la science-fiction, qui ont existé. Il y a eu, dès le départ, des écrivains noirs, homosexuels, femmes, très peu d'handicapés, on ne les a pas trouvés encore, mais on continue de chercher. Et ceci dit, il y a tout un pan aujourd'hui de personnes qui écrivent plutôt dans des fanzines, sur des perspectives soit anti-psy ou handi. Et c'est vraiment intéressant quand on s'ouvre à cette possibilité-là, qu'il y ait des endroits différents depuis lesquels on peut raconter la science-fiction et donc l'espace. Et on découvre des histoires qui sont, j'ai pas envie de dire différentes, parce que ça remet de l'exotisme et ça remet une norme qui ne se dit pas. Mais en tout cas, on accède à la pluralité de l'imagination et à des histoires qui ne sont pas nécessairement mises en avant, qui ne sont pas adaptées et que ton ami Elon Musk n'a pas lu. Ouais, non, mais ce n'est pas mon ami, tu sais. Voilà, je pense que tout le monde a lu. Et d'ailleurs, pour rester sur cet individu, il y a un de mes textes donc, qui est disponible gratuitement en ligne, qui s'appelle Tempus Fugit, qui part du principe qu'un milliardaire qui s'appelle Milan Husk, il réalise soudain que la planète B, ça ne va pas être possible, que la science n'est pas prête à lui réaliser son rêve, et donc il décide d'investir sa richesse pour rendre le monde plus habitable. Bon, ça ne s'arrête pas là. En échange, il demande la possibilité de gérer le temps des personnes. Donc là, on bascule dans quelque chose qui est pas totalement réaliste, mais en tout cas, le temps, votre temps, le mien, est géré dans des banques du temps. Et il se passe après des choses dans ce monde où il y a la possibilité d'emprunter du temps, soit à soi-même, soit à quelqu'un d'autre, et où on peut se rendre compte que nos journées ne font plus 24 heures, on ne sait pas trop pourquoi. Bref. Mais donc voilà, cette histoire, ça m'a amusé de la faire. Ça a l'air intriguant. Natacha, je te voyais prendre des notes donc, pendant que Katie parlait. Donc si tu veux réagir, et toi voilà, qui connais aussi très bien le monde de la SF et ses fandoms, est-ce que tu partages le diagnostic? Oui, je partage ce diagnostic avec... Enfin, je vais rajouter certains petits compléments. Comme beaucoup, de toute façon, de domaines, les femmes et les minorités, elles ont été invisibilisées. Hein, ça, c'est vrai. Il y avait une norme... Voilà, le héros américain surhumain, etc. Voilà, il était là, il a toujours un petit peu tout écrasé. Dans un de mes derniers livres, j'ai écrit tout un chapitre sur les femmes invisibles de la science-fiction, point d'interrogation. Et en fait, je suis tombée sur un chercheur allemand qui a essayé de lister, en fait, justement pendant la fameuse science-fiction de l'âge d'or, qui, bon, on dit est souvent dominée en fait par les hommes. Et ils ont trouvé quand même dans les pulps 246 noms de femmes qui ont écrit des nouvelles, qui participaient justement à la réalisation des fanzines, qui étaient dans des conventions, qui étaient des éditrices. Mais en fait, elles ont été gommées en fait de l'histoire. Donc, nous, notre travail, ça va être évidemment de remettre justement ces femmes-là un petit peu donc au centre de la science-fiction. C'est vrai que pendant longtemps, ça a quand même été un milieu qui était assez masculin, mais même aux États-Unis, quand on regarde les photos de convention, il y avait quand même beaucoup de femmes qui. Il faut bien que des gens fassent le café. Non, mais il y avait beaucoup de femmes qui justement s'amusaient. Mais c'est vrai que la représentation de la femme en science-fiction pendant très longtemps, bon, c'était pas Hélène Ripley dans Alien, hein, c'était vraiment un petit peu la nunuche qui était comme dans. J'adore ce film, c'est Planète Interdite. Je ne sais pas si c'est un vieux film qui date de 1956. Et dans Planète Interdite, il y a une jeune femme, blonde, aux yeux bleus, très très fragile, qui crie tout le temps, enfin qui est absolument insupportable. C'est vraiment le cliché absolu de la femme dans la science-fiction dans les années 50. Donc oui, ça c'est vrai. Non, mais je partage complètement évidemment ce que dit Katie. Mais je pense qu'il y a
a tout un travail. Il y a tout un travail en fait à reprendre pour essayer de changer aussi cette histoire, hein, mais on le fait dans tous les domaines aujourd'hui. Hein. On le fait pour l'histoire de la science, l'histoire du cinéma, l'histoire de la littérature. Donc c'est pas, voilà, on est dans ce mouvement-là. Pour en revenir à ton personnage là de Elon Musk, moi, alors s'il y avait Milan Husk. Il y a un personnage en fait qui a été créé par un auteur islandais qui s'appelle Andri Snær Magnason. C'est un livre de poche, vous allez retenir le titre. Le roman s'appelle Love Star. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est une dystopie où c'est un personnage, en fait, c'est un chef d'entreprise richissime qui, en fait, on lui a laissé le pouvoir. C'est-à-dire que les politiques lui ont laissé la gestion de tout un ensemble de choses. Et donc, c'est une entreprise qui va gérer nos rencontres amoureuses, qui va gérer le fait qu'on ait des enfants ou pas, avec cette idée quand même intéressante, c'est qu'on vous donne des enfants. Voilà, vous faites des enfants, enfin, on vous les fabrique, en fait, les enfants, à partir de vos gamètes et de vos ovules. Donc, on vous les donne, mais on fait des clones. Et que si, par exemple, votre gamin, vous ne le supportez plus à 14 ans parce qu'il est en pleine crise d'adolescence, vous appelez l'entreprise, vous dites « Ah non, mais là, c'est plus possible, je ne supporte plus ». Donc, ils vous le reprennent et ils vous en redonnent un autre au même âge, mais qui a été formaté comme vous le souhaitez. Je vous laisse là-dessus. Il y a déjà un peu ça avec les adoptions aux États-Unis. Oui, en plus, tout à fait, absolument. Et voilà. Et donc, c'est un roman qui est absolument intéressant parce que de la naissance en fait à la mort, eh bien, on voit comment une société qui a littéralement abandonné à un grand chef d'entreprise, voilà, un immense chef d'entreprise richissime, nos vies, eh bien, comment cette société fonctionne. C'est étonnant, hein, on est quand même un peu loin de la réalité, mais enfin, bon, pas tant que ça, pas tant que ça de toute façon. Voilà. Et alors sur le dernier point, sur le pessimisme. Alors c'est vrai qu'en France, je vous l'avais dit, mais alors moi j'ai étudié beaucoup la science-fiction française depuis le 19e siècle, et alors il y a un espèce de mouvement de fond, mais que vous allez retrouver dans tous les genres, toutes les générations, qui est un pessimisme ambiant. Alors je ne sais pas si c'est porté par le fait que ce soit des hommes qui écrivent, mais en tout cas, en France, hein, les auteurs français sont extrêmement pessimistes et on va toujours vers soit un monde dégradé, un monde abîmé, un monde apocalyptique, mais il n'y a pas de rafraîchissement comme par exemple c'est le cas pour la science-fiction de type du pop-punk par exemple de Becky Chambers. Alors c'est peut-être en train un petit peu de changer aujourd'hui, mais en tout cas sur l'histoire de la science-fiction, il y a ce profond mouvement pessimiste qui peut-être donne effectivement l'impression qu'on a affaire à un imaginaire qui est un peu étriqué. Et là, il y a une piste que je suis en train de creuser, c'est sur ce qu'on appelle le post-apo. Donc le post-apo ou l'apocalypse... Ça, c'est hyper optimiste. Non, mais ça, c'est pas... C'est vrai. Il reste des gens, bah oui. Ah oui, il reste des gens. Et ils sont solidaires, ils apprennent des trucs. Ouais, des fois ils se bouffent entre eux quand même. Hein. Dans la route, ouais, voilà, tu vois, c'est un peu comme ça quand même. Et donc le post-apo, c'est intéressant parce que je me suis mise à lire des romans de post-apo, donc après une catastrophe, comment les humains survivent, mais écrites par des femmes et pas par des hommes. Et quand vous comparez, par exemple, La Route, le roman La Route, je ne sais pas si vous avez vu le film, il y a une BD, il y a eu un roman de Cormac McCarthy qui a eu le prix Pulitzer. Donc La Route, c'est quand même si ça finit pas si mal que ça, mais en fait, c'est profondément désespérant. Et quand vous regardez, alors j'avais noté 2 titres. Il y a Le Mur invisible, donc de Marlène Haushofer en 1963, et Dans la forêt. Alors ça c'est ma dernière trouvaille. J'adore ce roman. Dans la forêt de Jean England en 1996. Il a paru en France il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce sont des femmes qui écrivent le post-apocalyptique. Et en fait, ces femmes-là, eh bien, les survivantes, elles tentent vraiment de réparer le monde, d'essayer de sauver le peu de vie qu'il y a. Alors que, par exemple, dans La Route, ils se bouffent entre eux, il n'y a plus aucune plante. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez, par exemple, Le Mur invisible, eh bien, l'héroïne, elle se retrouve toute seule, coincée au fond d'une vallée,
avec une vache, une vieille minette et puis un chien. Et puis, elle va essayer non, parce qu'elle elle trouve quand même Alors, elle chasse et il y a des lapins, donc elle mange des lapins et puis elle nourrit son chien. Mais elle essaie quand même, si vous voulez, de survivre en protégeant, en fait, la vie qu'il y a autour d'elle. Et ça, c'est une vision qui est totalement différente, en fait, de l'apocalypse vue par des auteurs donc masculins, par des hommes. Donc, vous voyez, c'est intéressant de se dire quand même, et c'est pour aller dans le sens, évidemment, de Katie, que sur les genres, sur les sous-genres de la science-fiction, sur l'histoire de la science-fiction, eh bien, à mon avis, il y a vraiment une pluralité de vues qui existe et qui est bonne pour nous aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait de l'espoir, parce que sinon, là, dans 20 ans, on se suicide, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a plus rien à faire ici. Mais vous savez très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Moi, les gens me disent, ah, mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je lui dis, le monde s'érode. Oui, la civilisation qu'on connaît est en train de s'éroder. Maintenant, est-ce que ça va être la fin du monde dans 5 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans ? Je ne sais pas. Peut-être ce sera dans 100 ans, peut-être ce sera dans 150 ans, peut-être jamais. Voilà. Mais oui, on va connaître des changements, mais peut-être pas tout de suite non plus. Vous voyez, voilà. Pour revenir à l'idée du cosmos, il y a un point qui me semble quand même important à évoquer, c'est la question écologique, environnementale. On ne sait même pas quel terme vraiment utiliser aujourd'hui, mais on voit que l'exploration spatiale, en tout cas, est remise en cause pour différents motifs liés à ces enjeux. Sites protégés sur lesquels certaines institutions s'implantent, impact sur les ressources et les limites planétaires. Donc comment la SF s'empare-t-elle de ces nouveaux enjeux ? Pour vous, je crois que Natacha, tu me disais décidément que l'exploration spatiale est actuellement remise en cause de deux façons. Et tu le disais un peu au début, ces planètes, on y va pourquoi ? Et scientifiquement, de toute façon, est-ce qu'on le peut en fait ? Voilà. Alors, quand vous travaillez avec des scientifiques, moi je fais partie d'un programme scientifique avec des astrophysiciens, ça s'appelle le programme Origins en fait. On a ouvert une branche science-fiction avec un collègue astrophysicien qui est Franck Celsis, spécialisé exoplanètes. Et donc la question, si vous voulez, la science, elle différencie deux choses. D'abord, il y a la partie exploration, c'est-à-dire que les scientifiques observe l'espace, maintenant à l'aide quand même d'outils extrêmement puissants et extrêmement précis. Et ensuite, on va explorer l'espace. Donc pour l'instant, par exemple, l'exploration, c'est la Lune. C'est également, il y a des programmes d'exploration de la planète Mars avec le rover martien. Donc vous avez tout un tas de doctorants qui travaillent et puis qui disent au petit rover martien, bon alors là tu vas aller là, pouf, tu fais un trou, tu récupères une petite carotte de cailloux, voilà, de roches, de sable, on va l'analyser, est-ce qu'il y a de l'oxygène dedans, etc. Donc voilà pour l'instant notre exploration spatiale scientifique. Elle est comme ça quand même, hein. Ça va pas aller plus loin que ça. Mais après les scientifiques, eux, ils se posent la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toute façon si on veut aller plus loin que l'exploration spatiale sur ces planètes. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Parce que d'une part, il y a évidemment le fait de comment on va y vivre, comment on va y aller. Déjà, on n'a pas de vaisseau avec une énergie, avec de l'énergie en suffisamment grande quantité pour aller sur ces planètes. On n'en a évidemment pas pour revenir. Hein. Ceux qui iront sur Mars la première fois, déjà, il faudrait revenir sur la Lune. Hein. Pour l'instant, personne n'est revenu sur la Lune depuis les années 70. Donc, bon, déjà, comment y aller ? Comment survivre sur ces planètes ? Parce que là, je vous parle juste de survivre. Quand vous avez des illuminés qui vous parlent d'aller développer, aller chercher des mines sur Mars, des métaux rares, etc. Non, mais vous imaginez la logistique qu'il faut pour creuser, les machines qu'il faut pour aller sur Mars et aller chercher donc, ces métaux rares. Donc pour l'instant, ça reste complètement à l'état de fantasme. Ça, c'est sûr. Il y a un fantasme, alors bizarrement pas dans les milieux scientifiques, mais surtout dans les milieux économiques. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui coince. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce fantasme-là, c'est un fantasme du capitalisme. C'est-à-dire, voilà, pof, on a épuisé la planète Terre, hein, on va aller jusqu'au bout, et après on va faire pareil sur la Lune, et après on va faire pareil sur Mars. Et la réflexion, elle est quand même là. Vous voyez ? Et Katie, pour toi, est-ce que le fait que les scientifiques nous disent que plein de choses relèvent du fantasme devrait inviter les auteurs, autrices de science-fiction à repenser leur rapport
au cosmos? Alors, c'est pas comme si les scientifiques nous disaient quoi faire. En fait, quand on fait de la science-fiction, il y a science et on est pas mal à avoir une veille. Moi, je me tiens au courant de ce qui se fait, de l'actualité des sciences et quels sont des cours. Et c'est fascinant et c'est déjà en soi riche en imagination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va raconter une histoire sans se demander combien ça coûte. Il y a quelque chose qui est devenu inévitable aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on est sur une planète avec des ressources limitées. Ça n'existait pas dans la science-fiction avant. Ils avaient des vaisseaux au pétrole, on ne sait pas d'où sortait le pétrole, ça allait pendant 1000 ans. Oui, il y avait des vaisseaux nucléaires, enfin bon, là c'est pareil. Il y avait quelque chose qui était... En fait, je fais un lien, je souris parce que je pense à une discussion que j'ai eue récemment donc, au Festival Les Imaginales, c'était sur la nourriture, où je disais, mais finalement, quand on regarde qui écrivait les histoires, il n'y avait jamais des questions de nourriture parce que c'était des mecs qui étaient chez eux et pour qui la nourriture arrivait de manière magique sur la table et qui ne se demandaient pas comment ça marche, qui fait, qui cuisine, combien ça coûte. Voilà, c'était qu'est-ce qu'on mange et on n'allait pas plus loin. Et donc, on retrouve ça aussi dans cette absence de souci de combien ça coûte. Je vais faire mon utopie, mais je ne sais pas qui paye pour cette utopie. On imagine qu'il y a peut-être des gens dans la cave en train de bosser pour que ça marche, mais on ne les voit même pas, en fait. Donc ça, c'est plus possible parce que le monde a changé, parce que la science a changé. Et quand on veut écrire une histoire et avoir quelque chose d'à peu près crédible, même si on fait de l'imagination, il y a cette base-là sur laquelle on ne peut plus revenir. On ne peut pas commencer à raconter des choses dont on ne sait pas d'où sort le carburant. Donc ça crée une contrainte supplémentaire, et la contrainte, c'est chouette quand on crée. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi quand j'anime, donc quand je fabrique des ateliers d'écriture et que je les anime, il y a toujours cette question, ok, tu veux ça, très bien, tu veux une voiture, pas de problème, tu as ta voiture, combien ça coûte ? Qui va payer pour que tu aies cette voiture? Qui est exploité pour que ça existe? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que tout le monde peut en avoir une ou c'est juste quelques personnes? Comment on les choisit? Et en fait, tout ça, c'est ce travail de cohérence du monde. En fiction, on peut faire des mondes cohérents. La vraie vie, ce n'est pas toujours cohérent. Mais en tout cas, en fiction, on essaie que ça tienne. Et quand on essaie que ça tienne, on est forcément sensibilisé à ces choses-là qui sont de notre quotidien maintenant. De la même manière qu'on ne peut plus dire je vais raconter une histoire qui se passe en 2060, mais on ne parle pas du réchauffement climatique. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont des contraintes d'écriture et qui font aussi une réflexion. Et je pense que ça contribue aussi à renouveler l'imaginaire spatial. L'espace devient quelque chose... c'est ambigu. On a envie, ça donne envie, c'est en termes de savoir, et c'est pour ça que je trouve que Apprendre si par bonheur, il est vraiment chouette là-dessus, parce que ça remet au cœur ce besoin de comprendre l'univers, de comprendre le monde. Mais dans ce livre-là, les gens qui sont sur ce vaisseau, en fait, ils sont partis parce qu'il y a eu une espèce de crowdfunding énorme. Des gens ont choisi de sacrifier une partie de leur argent pour que ceux-là partent, et on ne sait pas si ça va être les derniers à partir, pour aller en quête de savoir, parce que le savoir est quelque chose d'important. Donc ça interroge aussi la place qu'on va donner à la connaissance, la place qu'on va donner à cette histoire d'espace, et on est loin des considérations purement économiques et purement colonisatrice. En fait, on veut un autre espace à conquérir. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et je pense à un autre bouquin où on retrouve ça. C'est La séquence Hardman de Saul Pandelakis. Donc, on parle souvent de ce livre-là pour parler de robots, de robots sexuels notamment, parce que c'est très fascinant et que c'est très bien raconté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un vaisseau qui part sur une planète B, parce que le monde va très mal. Et on sent aussi qu'il y a des considérations derrière. Qui a décidé de faire ça? Comment on peut y aller? Qui fait partie de l'équipage? Et là encore, on a un équipage qui est peut-être le dernier à partir pour ce type d'exploration. Et je trouve ça pas forcément déprimant. Ça peut le paraître comme ça de prime abord, mais je trouve que c'est stimulant aussi d'avoir un imaginaire qui va être ancré dans du possible,
Et à partir de ce possible, on ouvre des fenêtres. Pas juste on crée quelque chose qui est tellement loin que ça n'existera jamais. On est dans quelque chose qui nous permet de nous projeter en étant à partir des conditions actuelles. Je crois que ça va être l'heure de passer le micro un peu dans la salle, si jamais vous avez des questions pour Natacha et Katie. Sauf si Natacha, tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'est tout à fait. Enfin, voilà, c'est une très bonne remarque de Katie. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer comme on créait avant, justement, dans la science-fiction de l'âge d'or, où on voyait ces espèces de fusées incroyables sans se demander. On était dans un monde infini, en fait, à cette période. Et là, on est dans un monde fini, dont les considérations, effectivement, économiques, le coût, deviennent évidemment tout à fait centrales. C'est vrai. C'est une vraie nouveauté pour le coup. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Là. Je te laisse faire, Edouard. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai deux réactions. Je ne sais pas si c'est des questions. La première, alors je suis conscient que je n'ai vraiment pas une culture très développée en SF, mais j'ai cette perception qui est peut-être fausse. J'espère que vous me direz que c'est faux, mais il y a essentiellement de la dystopie et pas beaucoup d'utopie. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Alors s'il y en a, est-ce que vous pouvez nous donner quelques références? Et est-ce que vous avez des formes d'explication de pourquoi c'est uniquement dystopique? Et c'est lié finalement aussi à l'intitulé, c'est ma deuxième observation de la conférence. Comment vous pensez que finalement toute la SF a nourri le rapport qu'on a au cosmos, sachant que je ne suis pas hyper familier avec cosmos. J'imagine que vous n'avez pas choisi ce mot-là au hasard, vous n'avez pas choisi univers ou espace. Et donc si vous pouvez préciser un peu pourquoi vous avez choisi cosmos et ce que ça revêt, et pourquoi un rapport particulier avec la fiction et la science-fiction. Tu veux que je réponde? Alors, pour la dystopie, il y a deux raisons. Là, Katie pourra compléter ce que je vais dire, parce que moi, je l'observe donc quand on analyse des récits. C'est tout simplement que... Alors, Wells disait que en fait, l'utopie, en termes de récit, d'histoire, en fait, c'était statique. C'est-à-dire que vous décrivez un monde qui va bien. Et quand vous décrivez un monde qui va bien, où il n'y a pas forcément d'opposants, où il n'y a pas forcément un monde qui se dégrade, enfin, où il se passe des événements dramatiques, en fait, ça n'intéresse pas trop les lecteurs. Donc, ça veut dire que les créateurs de monde, et j'en discute souvent, par exemple, avec une autrice qui s'appelle Catherine Dufour, qui est une femme qui est très caustique parfois. Et donc, Catherine, elle disait, oui, parce que c'est beaucoup plus intéressant de construire et d'imaginer un monde où il y a des forces, on va dire, négatives. Et c'est vrai que ça, c'est une constante du récit, c'est pas moi qui le dis, ça marche très bien dans les contes. Regardez, par exemple, quand vous racontez un conte à un enfant, si vous lui racontez une histoire où tout va bien, le gamin, elle n'est pas terrible ton histoire, papa, c'est bof. Alors que si vous lui racontez une histoire où il y a un méchant, et ça fonctionne bien parce que c'est équilibré, voilà, le récit fonctionne en fait. Parce que tout simplement, vous avez un héros qui est confronté à des opposants et des adjuvants, c'est-à-dire des gens qui l'aident. C'est vraiment la fonctionnalité basique du récit. Et donc, en fait, sur la dystopie, ça fonctionne pareil, sauf que c'est à l'échelle d'une société. Et puis, je pense que les auteurs et autrices de science-fiction sont des gens qui ont une très grande sensibilité et ils perçoivent quand même les tendances, on va dire, lourdes et négatives de nos sociétés. Et donc, quand ils créent une société ou un monde, ils ont tendance à aller vers là, parce que c'est peut-être tout simplement le message qu'ils veulent porter, c'est-à-dire attention, attention, et ça fait longtemps que la science-fiction essaie de nous prévenir d'un ensemble de tout un ensemble de choses. Je pourrais vous citer, par exemple, dans les années 20, les années 30, des récits d'auteurs notamment qui mettaient en garde sur une guerre mondiale, mais mondialisée, sur Régis Messac, pour ne pas le citer, qui est un auteur français que vous ne connaissez pas du tout, qui est celui qui a créé la collection des Hypermondes, d'où le nom du festival que nous avons créé à Bordeaux. En fait, Régis Messac, en 1934, il a
inventé en quelque sorte. Alors c'était un récit post-apocalyptique, mais de manière extrêmement précise, il a montré comment donc géopolitiquement le monde s'enflammait petit à petit pour aller vers une guerre totale. Alors c'était pas une guerre nucléaire, mais il y a une bombe qui explose et qui détruit, enfin plusieurs bombes qui explosent et qui détruisent le monde. Mais on est complètement dans l'analyse de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et on était en 1934. Vous voyez, donc il pressent ça. Et donc, il nous envoie en fait ces images-là. Voilà. Et je pense que c'est plus difficile, à mon avis, d'essayer de. Enfin, c'est une tendance un peu moins lourde d'essayer, comme le fait Becky Chambers et d'autres, les auteurs solarpunk. On a, par exemple, un auteur italien qui, pour la première fois, s'appelle Francesco Verso, qui écrit du solarpunk, qui est traduit en France, et qui est quelqu'un qui, justement, essaie de nous montrer comment le futur peut être construit. Alors, c'est un futur qui sera un peu plus sobre, certainement, peut-être moins confortable, mais où on sera toujours vivant, quoi. Enfin, l'idée, c'est quand même ça aussi. C'est déjà pas mal, hein, voilà. C'est ça. Donc, je sais pas si j'ai Je veux bien répondre un peu à ça aussi, ouais, parce que moi, du coup, j'écris de la science-fiction, on me dit alors, utopie ou dystopie? Et je réponds, autre chose en fait. Autre chose parce que c'est pas aussi simple. Il y a pas on ne se met pas en se disant je vais raconter un truc positif ou je vais leur expliquer comment le monde doit être parce que je n'ai pas été élue pour faire ça. Donc je me donne pas cette responsabilité-là. Mais je pense que c'est aussi un apprentissage. Tu parlais des récits et ça marche comme ça et on apprend à lire des histoires dans lesquelles il y a des opposants, où il se passe des choses, où le héros, il sort de chez lui, il va combattre, il rencontre, etc. Et on est formé, en fait, par ce qu'on lit, on est formé à lire des choses qui ressemblent à ça. Et Ursula Le Guin, qui est une grande autrice de science-fiction, elle parle de la fiction panier. Donc quand elle en parle, c'est une invitation précisément aux auteurs et autrices de science-fiction de faire autre chose. Faire autre chose que cette sortie, ces récits flèches, elle appelle ça le récit qui tue, et d'être un peu dans le récit qui garde, qui conserve, donc récolter des histoires. Et les enfants, quand on leur raconte... alors là, je pense à une blague, je ne sais pas pourquoi, je pense à la blague de la grenouille à grande bouche, mais la grenouille à grande bouche, à chaque fois, elle découvre des choses différentes, et la découverte, c'est quelque chose qui va nous emporter aussi. Pas juste le combat. Il y a d'autres manières en fait, de s'intéresser et je pense que c'est un apprentissage. Je pense à un lecteur qui est venu me voir il y a un mois ou deux, qui est venu me voir au festival pour me dire oui, alors l'évangile selon Myriam, il faut que je vous dise, je m'attendais à beaucoup, je trouvais le projet très bien, mais j'ai pas aimé. Enfin, si j'ai aimé, mais il se passe rien. Enfin, si, il se passe des choses. Oui, mais en fait... je pensais que, et en fait, on arrive sur les livres avec une attente qui va être une attente de voir des choses s'opposer et qu'il se passe quelque chose dans cette opposition-là. Et l'évangile selon Myriam, c'est vraiment une récolte de récits, qui sont des récits dans lesquels il se passe des choses, mais ce n'est pas le but. Et ça déroute un peu. Il y a d'autres manières, vraiment, il y a d'autres manières de raconter. Et quand je prends mes textes, en fait, j'ai vraiment du mal à me dire ceci est une utopie, ceci est une dystopie. Et jusqu'à nouvel ordre, ça trouve des lecteurs, quoi. Il se passe quand même des choses, mais c'est pas ce schéma attendu. Et je trouve que ça reflète aussi la manière dont on vit le monde. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter de se dire qu'on va quelque part et qu'il faut gagner des choses et qu'il faut réussir des choses? Voilà. Est-ce qu'on peut apprendre à être? Est-ce qu'on peut apprendre à voir? Est-ce qu'on peut apprendre à apprendre, si par bonheur? Ça boucle. La boucle est bouclée. Et juste pour répondre brièvement, je pense qu'il faudrait plutôt demander aux équipes du Maïf Social Club qui ont conçu l'exposition qui s'appelle donc Chaosmos, mais il me semble qu'il y a un jeu de mots entre Chaos et cosmos. Voilà, chaos et cosmos, le cosmos étant l'opposé du chaos en grec ancien, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, c'est le concept de l'origine du monde, en fait, chez les Grecs. Donc, la création du monde. Donc, c'est l'opposition, c'est toujours comme ça, c'est l'opposition de deux forces antagonistes qui vont être en c'est des concepts, enfin chez les Grecs, et c'est des forces qui vont créer en fait le monde, qui vont créer des titans. Les titans après vont créer des dieux, vous voyez. Enfin c'est toute l'histoire de la création du monde mythologique. Donc c'est ça en fait le cosmos. C'est ça. Il me semble qu'il y a l'idée de système ordonné quoi dans le cosmos.
là où l'espace est conçu de façon un peu plus neutre, me semble-t-il. Je crois qu'il y avait d'autres questions par là-bas. On aimerait bien entendre une dame aussi. Oui, on Voilà, pourrait faire Voilà. Oui, il y avait ce monsieur depuis tout à l'heure. il y a une dame, on peut faire 1-1 pour la parité. Oui, une petite remarque qui rejoint ce qu'a dit le monsieur. Je crois que là, on est resté en fait dans l'approche banlieue de la Terre, c'est-à-dire le système solaire. Vous avez parlé des exoplanètes, donc c'est un petit peu plus loin, mais on est resté dans la galaxie. La galaxie, c'est quand même tout petit dans l'univers, hein, ne pas aller très loin. Bon. Ensuite, je voudrais savoir si vous avez entendu parler de... Alors, on reste là dans la tendance lourde et un peu glaçante. L'armée qui s'intéresse en ce moment beaucoup à la science-fiction avec le groupe Red Team. C'est-à-dire, pour résumer brièvement, les jeunes sont un petit peu dégoûtés de la guerre en ce moment, le Vietnam, l'Algérie, tout ça, c'était pas très chouette. Alors, je voudrais leur redonner un peu le goût, des goûts un peu plus belliqueux, et utiliser la science-fiction pour faire ça. Donc, je crois que ça date des années 2019-20, hein, que le coordonnateur de ce groupe, c'est le président du festival Les Utopiales de Nantes. On ne va pas citer le nom, hein? On ne le cite pas. C'est un Voilà. petit peu plus compliqué que ça. Voilà, donc dites-nous tout là-dessus. Alors, nous ne faisons pas partie de la Red Team. Il y a des anonymes. Voilà, il y a des gens qui sont anonymes. Donc, ça se Il y trouve, c'est toi. Il y en a qu'on connaît. Non, j'ai pas du tout. Et donc en fait, la Red Team, alors en fait, ça a été une initiative de Emmanuel Chiva. Alors je l'ai vu à la télé l'autre jour. Je sais plus. Il est monté en grade, Emmanuel Chiva, et il a un très haut poste dans je pense dans la stratégie militaire actuelle. Vous regarderez sur internet ce qu'il fait. Voilà. Et Emmanuel Chiva, en fait, c'était un grand fan de science-fiction, et lui, son grand fantasme, c'était d'utiliser en fait la créativité des auteurs de science-fiction pour imaginer en fait des sortes de scénarios liés à la défense. Voilà, c'était le projet, si vous voulez, c'était ça. Alors moi, ce qui me fait un peu râler, c'est que en fait, c'est les militaires qui ont eu cette idée-là. Alors que, par exemple, je suis en train d'écrire tout un dossier sur les écofictions. La science-fiction a des propositions aussi en ce qui concerne l'écologie. Et depuis très très longtemps, là aussi depuis quasiment le XVIIIe siècle. Mais le ministère de l'écologie s'est jamais bougé pour créer une espèce de green team, vous voyez, pour faire exactement la même chose. Et donc les militaires, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était se projeter dans finalement la guerre avec les drones, les stratégies à long terme, différentes armes, peut-être qu'on aurait pu inventer. Il y avait de la géopolitique aussi, donc encore une fois, j'étais pas dedans, mais je vous redis ce qu'on en a. Et les résultats ont été publiés de toute façon. Et les résultats sont publiés. Et bon, vous pouvez les lire. C'est des sortes de nouvelles, parfois un peu descriptives, pas très, un peu barbantes d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé. Et bon, est-ce que ça a fait avancer le Schmidblick pour la stratégie militaire française? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça quand même un très beau coup de com'. Ouais. D'associer l'ASF à ce genre d'initiative. Et puis, ça montre aussi cette erreur qui est commune, de vraiment croire que les auteurs et autrices de SF vont pouvoir annoncer l'avenir. C'était les guerres de demain. Quand on écrit dans un cadre qui est déjà donné, moi, j'aimerais bien voir de l'imagination sur et s'il n'y a pas d'armée, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est pas possible dans ce cadre. Tout en disant, vous êtes libre, bien sûr. Non, ça pose quand même des contraintes d'écriture et ça donne des textes. Il y en a qui sont en ligne, donc allez voir, qui ont les défauts que je reproche à une grosse partie de la production de la science-fiction. C'est quand même des histoires où on a des ennemis de l'intérieur. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique qui sont les ennemis de l'intérieur, où les réfugiés climatiques deviennent les ennemis à abattre. Voilà, ça pose quand même question sur quel est l'imaginaire qui est mobilisé et dans quel but. Et je ne suis pas certaine que ça ait aidé l'armée concrètement sur le terrain, mais ça a quand même associé cette littérature qui peut beaucoup
à un projet qui était quand même bien défini, qui n'a pas bougé d'un iota, en ayant des collègues qui sont allés écrire là-dedans, quoi. Alors après, la science-fiction, elle a aussi une tradition, enfin il y a une science-fiction militariste quand même, hein. Voilà, alors il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler du roman Étoile garde à vous de Robert Heinlein qui a donné le film de Paul Verhoeven qui s'appelle Starship Troopers. Donc il faut lire évidemment complètement au second degré, hein, c'est-à-dire que si vous allez au premier degré, vous comprenez, vous passez complètement à côté du sens de du sens de ce film et de ce roman, mais il n'empêche qu'on a l'impression que c'est une véritable glorification de l'armée. Vous avez ça y est, j'ai Card. Aidez-moi. Ouais, exactement. La stratégie Ender. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Donc la stratégie Ender, il y a eu un film aussi, une adaptation. C'est également une science-fiction qui est très militariste. Donc il y a quand même une fascination. Il y a toute une branche de l'ASF qui va évidemment parler de ça. Et même pour revenir au 19e siècle, Albert Robida, qui était un immense illustrateur, il a créé, donc il a dessiné et écrit des textes sur les guerres du futur, où on voit depuis le 19e siècle ce que pourraient être les guerres au 21e ou au 22e siècle. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que Ronald Reagan, dans les années 80, avait également utilisé des auteurs de science-fiction pour justement imaginer ce que pourrait être la guerre du futur. On était en 84. Vous voyez, donc finalement, c'est des initiatives. Je pense que Emmanuel Chiva, il avait totalement repris en fait cette idée-là, avec évidemment en la remettant au goût du jour, et puis un gros coup de com' évidemment. Alors c'est quand même une histoire qui a un peu fracturé aussi le milieu de la science-fiction française. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont, on va dire, plutôt engagés à gauche, voire à l'extrême gauche, et donc voir ces auteurs s'engager auprès de l'armée, voilà, ça a été un petit peu difficile pendant un certain temps. Il y a eu quand même des lignes de faille, comme ça arrive dans tous les milieux, qui se sont créés entre les gens. J'aurais aussi ajouté que c'est donner beaucoup d'importance à notre littérature, hein. C'est-à-dire qu'on écrit des livres, on écrit des histoires, et des histoires qui marchent bien en tant que texte à lire, ce sont des histoires qui ont une part d'ambiguïté, qu'on peut lire d'une certaine manière ou qu'on peut lire d'une autre manière. Et ce n'est pas étonnant que certains milliardaires s'inspirent d'une partie de ce qu'il y a dans les textes en laissant de côté l'esprit même des textes. Il va prendre des textes d'avertissement, il va en faire autre chose. Et cette ambiguïté-là est intéressante pour réfléchir, pour se demander ce qu'on pense nous. Mais de là à faire de la science-fiction la prescription de ce qui doit être fait, je trouve que c'est dévoyer la portée artistique de la littérature. Et c'est aussi cultiver une vision un peu simpliste de la psychologie humaine. Quand on lit quelque chose, on n'est pas comme ça possédé par ce qu'on a lu et on devient ce qu'on a lu. Il y a tout un processus de digestion, on choisit ce qu'on prend, on ne va pas avoir les mêmes souvenirs alors qu'on a lu le même livre. Et ça, je pense qu'il faut aussi faire confiance au cerveau des personnes. Et moi, je ne souhaite pas écrire des histoires qui vont prescrire ce que doit devenir le monde. Si mon texte ressemble à ça, je vais me remettre à travailler parce que ce n'est pas bon. C'est pas des manifestes. C'est une invitation à réfléchir et à regarder le monde un peu différemment. Je crois qu'il y avait encore une question ici, peut-être la dernière, il me semble. S'il y avait une Sauf dame. si, ouais, on peut peut-être prolonger. Non, allez-y, monsieur. Il a attendu depuis très longtemps. Merci beaucoup pour cette conférence. Il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, c'était Demain les chiens. Je l'avais trouvé extrêmement visionnaire. Et est-ce que vous pourriez justement me dire dans quelle mesure vous le trouvez visionnaire, voir si c'est synchro? Alors, moi, j'ai deux romans en fait phares dans ma formation. C'est Demain les chiens de Simak. Alors, Clifford Daniel Simak, c'est un auteur, c'est un formidable auteur de science-fiction. Alors, de cet âge d'or américain dont nous avons parlé tout à l'heure. Et Demain les chiens, c'est à la fois une œuvre très humaniste et très animaliste, puisque le postulat, c'est
La science permet en fait aux humains de partir sur Jupiter. Il y a une sorte d'adaptation. Alors là, on parle pas de coup, hein, là c'est un peu, voilà, c'est un peu magique le truc. Mais enfin bon, voilà, il y a une machine. C'est plus la Lune et c'est plus Mars. Non, voilà, on peut aller vivre sur Jupiter. Alors Jupiter, vous savez qu'il est une planète gazeuse quand même. Et donc les humains trouvent que Jupiter c'est absolument extraordinaire et donc ne reviennent plus sur la Terre. Et petit à petit, la Terre se dépeuple. Et dans le même temps, il y a donc un chien qui va muter et qui va se mettre à parler et qui va apprendre en fait le langage aux autres chiens. Et donc les chiens, pendant que les hommes vont petit à petit quitter la Terre, eh bien, vont développer une civilisation canine avec des valeurs totalement différentes, des valeurs qui sont voilà, des valeurs de respect vraiment profondes. Et en fait, tout le roman, c'est comment les chiens se rappellent. Ils ont une espèce de mythologie humaine et comment ils se rappellent de nous. Et moi, c'est un roman qui m'a énormément marqué parce qu'il y a aussi l'histoire du robot Jenkins. Donc, il y a un robot qui est complètement inaltérable, hein, qui traverse les siècles. Et c'est l'être artificiel, c'est le robot mécanique qui porte en fait le souvenir de l'humanité. Voyez ? Et donc, c'est un roman où nous n'existons plus, où l'humanité n'est plus. Elle a été remplacée par autre chose. Alors ça, c'est pas nouveau dans la science-fiction, hein, c'est déjà arrivé. Ronnie Henné, par exemple, dans La mort de la Terre, en 1910, il avait imaginé que là aussi, toute vie animale a disparu, les humains sont en train de disparaître aussi, meurent, et puis finalement, c'est une autre espèce qui s'appelle les ferromagnétos, un autre règne en fait, qui prend notre suite. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective très lamarckienne, non pas évolutive, mais l'humain, à un moment donné, va peut-être être remplacé par d'autres espèces. Et c'est ce que nous montre évidemment Demain les chiens. Donc c'est un très beau roman, vraiment, qui peut continuer, il date de 1950, qui peut continuer d'être lu. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, il parlait d'un clavier de machine à écrire et d'un écran, et qu'on avait accès à une bibliothèque mondiale, qu'on pouvait parler avec les personnes, les voir dans l'écran. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'il me semble que les personnes pouvaient aller dans un espèce d'espace virtuel dans lequel ils étaient tellement bien qu'ils finissaient par y rester et négliger leur corps et leur vie. Et moi, je trouve pour un roman des années 50, c'est incroyable, quoi. Ah oui, puis d'autres... je crois qu'il y a un roman de Philippe Curval, un romancier français, grand romancier français, dans cette chère humanité qui a exactement développé cette idée, c'est-à-dire c'est des sortes de cabines virtuelles dans lesquelles les humains sont tellement bien qu'en fait, ils restent dedans et puis ils finissent par en mourir parce qu'ils préfèrent mourir dans leur monde virtuel plutôt que se confronter au monde réel. Oui, donc on n'est pas loin de la réalité quand même là. Mais merci pour cette belle référence, oui, bien sûr. Je crois qu'il y avait la dame. Oui, il y en a une dernière. Ok, ce sera la dernière. Merci. Alors, pardon, du coup, en fait, j'ai 2 questions, donc je vais quand même les poser. La première, c'est pour Katie. Vous avez parlé de la pluralité des points de vue dans la SF. Est-ce que vous avez donc des textes fondateurs qui, vous trouvez, représentent très très bien cette pluralité des points de vue, en tout cas des personnes issues des minorités qui ont écrit la SF? Et la deuxième question, c'est parce qu'on a parlé donc d'exploitation, de conquête, etc., etc. Et je voudrais savoir si on inverse la question, est-ce que vous pensez que notre rapport à la fiction du cosmos peut impacter la façon dont on traite la Terre et les formes de vie, à la fois humaines et animales? Alors, la liste existe dans mon essai. Qui s'appelle « Le futur au pluriel, réparer la science-fiction ». Et la bonne nouvelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se le procurer, c'est qu'il est en train d'être réimprimé. J'ai signé le fichier la semaine dernière, donc il arrive. Et donc je termine, je ne voulais pas juste déjà parler de ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais si j'ai écrit ce bouquin-là, c'est que je pense que la science-fiction peut faire mieux. Donc il y a des choses qui vont. Et donc, entre la liste et les choses qui ne vont pas, il y a aussi des pistes donc de manières de faire que j'ai observées, qui existent, qui ont déjà existé, pour renouveler un peu, ne serait-ce que le rapport à la science, les formes d'écriture, les manières d'écrire, peut-être collectivement, plutôt que d'avoir
le héros-auteur aussi tout seul, enfin, voilà, ce genre de choses, ce genre de considérations. Et effectivement, donc, j'ai constitué avec la pluralité des personnes qui ont travaillé avec moi là-dessus, parce que ce bouquin, c'est quand même le fruit de plusieurs années de discussions avec beaucoup de personnes. Et donc, on a proposé une liste qu'on a appelée la liste de lecture pour commencer à réparer la science-fiction. Et donc, ce sont des textes qui existent, qui représentent d'autres points de vue, mais aussi d'autres manières de raconter des histoires qu'on pense connaître et qui sont un petit peu différentes. Et des personnes qui ont été effacées par l'histoire. On a essayé d'avoir des références qui se trouvent quand même. Et donc voilà, cette liste existe et on a différentes catégories. Donc il y a les femmes, bien sûr, les minorités ethniques des mondes occidentaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les gens qui vivent chez eux. Enfin, voilà, tout un travail aussi, ne serait-ce que sur la classification, l'ASF queer, l'ASF handi. Enfin, on a essayé de balayer large et il y a une réflexion en cours avec donc l'Inframonde qui a édité cet essai pour trouver un moyen vivant de faire évoluer cette liste parce qu'elle n'a pas vocation à être statique, il y a des choses qui se créent tous les jours. Et je pense que ça sera un podcast, mais c'est... Scoop. Oui, et puis Katie, tu avais dit quelque chose, là, j'ai vu dans notre préparation, c'est que la science-fiction, en fait, elle travaille sur l'altérité tout le temps. Parce que le thème des extraterrestres, moi, c'est un thème qui m'a toujours complètement fasciné. Oui, tu as dit ça, c'était à un moment donné, je te cite. Et donc, les extraterrestres, c'est la métaphore de l'altérité sous toutes ses formes. Je crois, moi, des films qui m'a les plus marqué là récemment, c'est le film Premier Contact de Denis Villeneuve. Bon, d'abord parce que c'est une femme qui est l'héroïne quand même de ce récit de science-fiction, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas un physicien, c'est une linguiste, c'est les sciences humaines en plus, donc c'est top. Et donc on a des extraterrestres qui ressemblent pas à du tout l'image qu'on pouvait s'en faire. Parce qu'il y a des classifications. Quand vous regardez Alien, par exemple, vous voyez bien que c'est un mélange entre un insecte et un crustacé. Enfin, c'est des classifications comme ça qu'on peut faire sur les extraterrestres. Mais ceux de Premier Contact, ils ne ressemblent pas à grand-chose. Et puis, ils ont cette espèce de langage tout à fait extraordinaire. Votre question, c'était sur notre rapport au cosmos, aux planètes, etc. Donc, tant que, par exemple, nous avons des fictions qui vont glorifier, par exemple, le fait qu'on va continuer d'exploiter la planète, ou des gens, ou des discours politiques, les discours politiques sont aussi des représentations, on continue de glorifier, en fait, cette espèce d'exploitation systématique de notre planète, cette représentation-là, elle va forcément influer sur notre vision du cosmos. C'est-à-dire qu'on ne voit les autres planètes, et même celle, madame disait, on est resté dans la banlieue proche de la Terre, c'est tout à fait vrai, mais même si on avait la capacité peut-être d'aller encore plus loin, on verrait la planète comme, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a peut-être de l'or, il y a peut-être du magnésium, il y a peut-être des terres rares, on va pouvoir s'en servir, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours cette représentation de l'exploitation économique ou de l'exploitation tout court d'une planète qui est en cours. Donc il faudrait vraiment, si vous voulez, que cette représentation-là, elle est en train de changer, mais pas pour, par exemple, aux États-Unis, elle ne change pas du tout. Et les États-Unis, c'est pour l'instant, alors même si c'est un colosse au pied d'argile, ça reste quand même un des moteurs économiques de la planète et évidemment du système économique dans lequel nous sommes. Il n'y en a qu'un seul sur la planète. Vous voyez ? Donc tant que ces représentations-là ne changent pas, on aura cette même idée en fait qui va se déporter sur les planètes. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. ASMR. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et j'aimerais ajouter aussi que, en fait, il n'y a pas que l'imaginaire dominant. Il n'y a jamais eu que l'imaginaire dominant. Et si on reste sur une échelle mondiale, c'est hyper déprimant parce qu'on voit les imaginaires qui sont mis en avant et on se dit on va nulle part, c'est pas possible. Et je pense que ce qu'il serait bon de faire, c'est changer d'échelle. Et là, c'est à moitié la psy qui parle.
changer d'échelle et être à une échelle où on peut agir, être à une échelle où on peut constater qu'il y a d'autres manières de faire, constater que à l'échelle d'un quartier, on peut créer quelque chose qui s'appelle la solidarité, même si ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran, et créer d'autres façons de faire avec des allers-retours entre l'imaginaire et le réel, parce que c'est cette histoire de récit, je l'avais dit d'ailleurs en préparation, hein, j'avais un peu résumé ça en disant tout le monde veut des nouveaux récits et il n'y a personne en manif, quoi. Donc à un moment, non, c'est pas juste, on essaie de raconter des histoires différentes parce que c'est que comme ça qu'on va voir le monde différemment. Le monde, on peut le connaître aussi en agissant dessus, en étant en contact avec des gens et en faisant vivre. Moi, je peux faire vivre dans mon cercle amical ce qui me paraît être une façon harmonieuse de voir les choses. Ça paraît tout petit, c'est moins héroïque que d'imaginer l'histoire qui va tout changer. Et lire le livre de Katie Stewart et le monde changea et devint meilleur, j'y crois pas trop, donc je ne vais pas l'écrire. mais voilà, changer d'échelle, ça peut aussi aider à réfléchir autrement et se rappeler que ce n'est pas uniquement ce qu'on voit sur grand écran qui existe comme imaginaire. Il y a des gens qui font des expérimentations autres, ailleurs, et parfois très concrètement. Katie, dans son ouvrage, c'est réparer la science-fiction. Moi, je dirais que notre rôle actuellement, vraiment, c'est résister. C'est résister à cette espèce de, par exemple, d'évidence qu'on vous montre. Ah ben oui, l'IA va tout changer. Si vous n'utilisez pas l'IA, vous allez perdre votre job, etc. Alors, c'est pas complètement faux non plus, hein, parce que dans les années 80, si on ne se mettait pas à l'informatique, oui, on risquait de perdre son job, effectivement. Donc ça va être une réalité tangible. Par contre, vous pouvez complètement développer un imaginaire à côté, parce que le problème de l'IA, c'est qu'elle normalise. Elle normalise via des biais. Et donc normaliser, ça veut dire aussi que vous normalisez l'imaginaire. Et donc, quand je vous dis qu'il faut résister, et Katie a parfaitement raison, il faut résister à l'échelle d'un couple, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un quartier, justement sur ces espèces de représentations qu'ils veulent absolument. Quand je dis ils, ça fait très complotiste ça quand je dis ça, mais que si vous voulez, ceux qui nous dirigent quand même, parce que c'est la réalité, ils voudraient qu'on soit des consommateurs complètement abétis. Donc c'est vraiment à nous de résister par rapport à ça, de ne pas être des consommateurs abétis. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez vu là sur les réseaux sociaux le starter pack là, de l'IA, là, vous savez, tout le monde faisait ça. Bah, moi j'ai vu ça, je me suis dit oui, c'est les... Vous rentrez deux, trois éléments dans le prompt, et puis ça va vous faire votre starter pack individualisé. Alors déjà, vous avez dépensé 10 litres d'eau, 10 fois plus d'électricité en demandant ça à ChatGPT, et puis ou à n'importe quel IA qu'on a à notre disposition. Et puis ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et donc la résistance, elle peut être, vous voyez, ou la réparation, elle est là. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben, c'est pas parce que tout le monde le fait, ah ben moi j'ai envie de le faire. Mais bien sûr, c'est humain hein, de faire ça. Hein. C'est comme, vous vous habillez pas comme dans les années 40, hein, parce que si vous faites ça, voilà, c'est la mode et vous allez passer pour, enfin, tout le monde va le voir, mais fondamentalement, ça n'a pas d'importance. Et vous pouvez résister à ce genre de voyez, à votre petite échelle, et ben résister à ça et ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Et vous dites, ben non, c'est idiot, je vais pas le faire. Voilà, parce que les réseaux sociaux nous entraînent hein, beaucoup. Hein. Ouais, c'est mignon, mais bon, c'est comme les vidéos de chats qu'on voit voilà, tout le temps sur les réseaux. Quoi. C'est au bout d'un moment. Moi, j'adore les chats, hein, mais bon. Puis, alors, en plus, les réseaux sociaux, il y a un algorithme. Plus vous regardez des chats, plus vous voyez des vidéos de chats. Hein, et plus vous finissez complètement débile à voir que des vidéos de chats, vous voyez. Hein, donc, voilà. Du cosmos au chat. Voilà, ouais, ça voilà. sera... D'ailleurs, les Cosmocats. Voilà. Encore une référence. Le chat qui venait de l'espace, c'est un excellent film. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense que tout le monde va repartir avec une valise de références. Donc c'est super. Je pense que voilà, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup vraiment à toutes les deux pour vos analyses. C'était vraiment passionnant. Donc merci beaucoup. Merci aussi au Maïf Social Club qui a rendu cette rencontre possible. Et merci à vous d'être venus. Merci pour votre curiosité, vos questions. Voilà. Merci beaucoup.